Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission Zoom Sur. Zoom Sur qui reçoit ce soir Ahmed Yahya, président de la Fédération de football mauritanienne. Bonsoir. Bonsoir. Nous recevons également Monsieur Moustapha Sall, sélectionneur adjoint. Bonsoir. Bonsoir. Avant de rentrer dans le vif du débat, je vous propose de suivre cet élément introductif. Il faut le dire d'emblée, le football mauritanien surfe sur la vague du dynamisme. Nous avons rêvé, ils l'ont réalisé. Eux, ce sont les Mourabitoun locaux qui viennent de créer un véritable exploit en battant proprement le Mali sur le score d'un but à 0 à Bamako. C'est Karamoko Moussa Traoré qui a magistralement signé le but de la qualification suite à un exploit individuel. Les Mourabitoun, soutenus encore par tout un peuple, ont relevé la tête avec une certaine assurance. Tout en mesurant la difficulté de la tâche, ils ont réussi à vaincre le signe indien en frappant cette fois un grand coup à Bamako. Ainsi, cette précieuse et belle victoire propulse les Mourabitoun en CHAN 2018 au Kenya. Pourtant, beaucoup de personnes s'attendaient à une qualification du Mali qui donnait pour acquis la victoire, surtout après le nul 2 buts partout concédé lors du match aller à Nouakchott. Mais le charme du football, c'est aussi de pouvoir créer des surprises, d'agréables surprises surtout. Et cette victoire des Mourabitoun locaux sur les Aigles du Mali en est une. Éliminés du CHAN 2016 par cette même équipe malienne, les Mourabitoun locaux savourent ainsi leur revanche. Après le CHAN 2014, où la Mauritanie avait accédé pour la première fois sous l'impulsion de Patrice Neveu, voilà que Corentin Martins et son staff offrent à son tour aux Mourabitoun la possibilité de se hisser parmi les 14 meilleures nations africaines. Après cet exploit, le réveil historique du football national au cours des dernières années se confirme grâce à l'intérêt accordé par le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, au secteur de la jeunesse et des sports, qui a bénéficié d'un important appui moral et matériel sans précédent. D'ailleurs, il avait récemment visité le siège de la Fédération de football de Mauritanie, où il avait exhorté l'équipe nationale de football à redoubler d'efforts pour représenter le pays honorablement dans les compétitions régionales et internationales. À travers cette visite historique, le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, démontre remarquablement l'importance qu'il ne cesse d'accorder au sport en général et au football en particulier. Ce nouveau geste du président de la République honore la famille du football mauritanien dans sa globalité. Si le football mauritanien a atteint le haut niveau sur le plan international, c'est aussi grâce aux efforts de l'actuel comité directeur de la Fédération de football de Mauritanie qui a révolutionné le football mauritanien qui s'est désormais inscrit dans le Gotha africain. Tous les clignotants étaient ouverts pour le nouveau comité directeur. Ainsi, la fédération s'est lancée dans plusieurs chantiers. La relance des compétitions nationales, la mise en place des structures du football de petite catégorie, la formation et la mise à niveau des cadres sportifs en administration, arbitrage et médecine sportive, la rénovation et la réhabilitation des infrastructures sportives, l'harmonisation des textes de la Fédération de football de Mauritanie avec ceux de la FIFA. La série sur le gâteau fit la qualification des Mourabitoun locaux au CHAN 2014 en Afrique du Sud. La Mauritanie occupe actuellement le 86e rang mondial. Sa meilleure performance antérieure était une 85e place obtenue en 1995. Cette avancée reflète le travail accompli par le gouvernement, la fédération, le sélectionneur national, les joueurs, tout un peuple, les médias, entre autres. En définitive, les Mourabitoun ne font pas mystère de leur ambition d'offrir à la Mauritanie sa première qualification en Coupe d'Afrique des Nations en 2019. Merci à Bokar Bailaba pour toutes ces précisions. Vous l'aurez sans doute compris, nous allons parler de la qualification des Mourabitoun locaux
au CHAN et entre autres, nous allons parler du football mauritanien de façon générale. Sans plus tarder, d'abord, Monsieur le Président, quelle est votre réaction par rapport à cette victoire et à cette qualification de l'équipe nationale? Bien, je vous remercie et bien sûr nous sommes assez satisfaits par cet exploit que les joueurs ont réalisé à Bamako, parce qu'il faut le dire, il faut le faire, aller battre le Mali à Bamako, c'est pas donné à n'importe quelle équipe. J'ai même reçu des félicitations de la part de certains collègues présidents de fédération de pays connus au niveau du football qui ont réussi déjà même à remporter la CAN et qui m'ont dit qu'ils pensent que pas que leurs propres sélections sont capables d'aller battre le Mali chez eux. C'est peut-être même inédit et du coup ce sont ces joueurs-là qui ont réalisé cet exploit avec le staff technique. Et bien sûr, l'administration vient après et avec le soutien du peuple mauritanien. Et comme vous l'avez si bien dit aussi, c'est principalement aussi le soutien de l'État et à sa tête, son Excellence le Président de la République, qui a soutenu l'équipe, qui est venu nous voir même la semaine dernière en visitant la fédération. Il a même, comme vous l'avez vu dans vos images, à s'adresser aux joueurs, à les mettre à l'aise. Donc ça a eu son effet et l'équipe est allée dans sa mission qu'on appelle mission impossible. Eh bien, la mission impossible est devenue une réalité. Notre équipe est qualifiée pour la deuxième fois en 4 ans à une compétition majeure telle que le championnat d'Afrique des Nations. Donc à nous de bien se préparer maintenant et de faire mieux que la dernière édition. Monsieur Sall, si vous avez quelque chose à dire par rapport à ce qui vient d'être dit? Bon, à votre point de vue par rapport à cette qualification? Bon, ça constitue une fierté pour tous les Mauritaniens aujourd'hui. Et comme l'a bien dit le président, on y a cru parce qu'avec le travail, ça paye ses fruits et ça a été un travail de longue haleine. Si on voit que la Mauritanie se qualifie une deuxième fois, aujourd'hui ce n'est pas une première parce que la Mauritanie s'est qualifiée en 2014 et là ça fait une confirmation, cela veut dire que depuis quelque temps, parce que une certaine bonne base a été mise en place pour un travail à moyen et à long terme et ce qui a fait que ça s'est pérennisé dans le temps et aujourd'hui cette qualification confirme tout le travail qui a été fait depuis plus de 5 ans au niveau de la fédération où des structures ont été mises en place, le travail de la petite catégorie, la réorganisation des championnats qui est bien régulière et puis en plus que l'équipe aujourd'hui continue à jouer beaucoup de matchs, que ce soit de l'équipe A ou l'équipe locale, ce qui a permis aujourd'hui aux joueurs mauritaniens de pouvoir se hisser au niveau de toutes les autres nations, c'est-à-dire en n'appréhendant pas les matchs, en les prenant comme maintenant c'est une habitude. Bon, aujourd'hui, la victoire, c'est vrai qu'elle a surpris pas mal de monde. Nous y avions un peu cru. La victoire n'a-t-elle pas été plus difficile qu'en 2014, cette qualification? Non, 2014 reste un peu historique parce que ça a été la première fois. Bon, cette fois-ci, elle a aussi une saveur exceptionnelle parce que d'autant plus qu'après le match aller à Nouakchott, c'était un peu difficile, sachant que le Mali a toujours été la bête noire mauritanienne et il fallait... C'est que comme le coach l'avait dit en réunion de match, il avait dit qu'il fallait qu'on fasse 2 exploits. Pour pouvoir se qualifier, il fallait faire 2 exploits, à savoir battre le Mali au Mali, qui était un exploit, et pouvoir se qualifier. Et sans un, on ne pourrait pas atteindre cet objectif. Et finalement, ça s'est réalisé. Monsieur le Président, quelles sont les ambitions de la fédération et de l'équipe sur l'édition 2018? Je veux parler d'objectifs pour l'équipe. Vous visez sur la finale, la coupe, la demi-finale. Quelles sont vos ambitions? Nous, on pense comme le champion. Et le champion, ce qu'il fait, c'est qu'il tire les leçons du passé, il concrétise le présent et il pense l'avenir. Du coup, nous, on a eu à participer à une compétition par le passé. C'est le CHAN 2014. On a certes bien préparé cette compétition, mais on ne l'a pas réussi, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et du coup, on va tirer des leçons de ce qu'on avait fait de pas bien à l'époque. Parce qu'à notre avis, et avec du recul, on avait
trop préparé cette édition-là, parce que amener l'équipe à plus de 45 jours de stage dans différents pays, sans compétir en réalité, parce que c'est la compétition qui met les joueurs en jambes, qui les prépare, etc. Et on avait négligé les compétitions locales, etc. Du coup, nous allons penser avec le staff technique, avec le sélectionneur et son staff, et avec aussi les autorités, notamment notre ministère de tutelle, un plan de préparation qui sera qui va s'adapter aussi avec l'équipe A, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on prépare aussi l'équipe A pour les éliminatoires de la CAN, où ça reste quand même notre objectif majeur. C'est une qualification à la prochaine CAN 2019. Donc on va essayer de mettre en place un plan de préparation. L'essentiel, c'est que l'État se met à la disposition de son équipe nationale. Les moyens sont là, la préparation, à nous de bien la planifier et normalement, ça ira. Maintenant, l'objectif, bien sûr, on va à la CAN, vous savez, on vient d'éliminer un prétendant au titre, le Mali. Ils étaient vice-champions l'année dernière. Leur sélectionneur, lors du match aller, dans sa conférence de presse, quand on lui a dit « Vous avez fait un exploit en faisant un match nul contre la Mauritanie à Nouakchott », il a dit « Écoutez, la Mauritanie cherche à se qualifier, nous on cherche à remporter la coupe. » Donc, nous, on a bâti celui qui cherche à remporter la Coupe. Il est légitime qu'on prétend aussi à remporter la Coupe. Est-ce qu'on a ces ambitions pourquoi pas? Vous savez, si on n'a pas d'ambition, à la limite, si on vient pour remporter la Coupe, on peut finir 3e ou 2e ou 4e, mais c'est la moindre des choses. Maintenant, si on ne va pas chercher la Coupe, il ne faut pas y aller. Et une fois qu'on est qualifié, je vous ai dit, en éliminant un grand du football tel que le Mali, et il faut aller chercher cette coupe. Et c'est, en tout cas, moi, étant, on va dire, le chef d'équipe, c'est le message qu'on dit à nos joueurs et à notre staff. L'objectif, c'est d'aller chercher la coupe. Monsieur Sall, en votre qualité d'entraîneur adjoint, est-ce que vos hommes sont capables, comme l'a dit le président, d'aller chercher la coupe? Capable, on va dire que c'est toujours avec le travail de chercher à progresser. Et maintenant, dans le football, quand on travaille, on s'organise bien, tout est possible. Peut-être il faut avoir de l'ambition, peut-être pas démesurée, mais aujourd'hui, la barre a été relevée un peu haute, peut-être avec ces différentes compétitions, en ayant sorti le vice-champion de la dernière édition, le Chan le Mali. Bon, et c'est vrai qu'un match, on cherche toujours à gagner un match quand on joue. Bon, dans le football, il y a des aléas, mais il faut se préparer en conséquence et après prendre les matchs un par un et puis on verra, Inch'Allah, ce qui pourra se passer. Monsieur le Président, nous avons lu dans la presse que la formation malienne a porté des réserves par rapport à des pros qui ont été alignés dans l'équipe mauritanienne. Est-ce exact? Non, pas du tout. En fait, je sais qu'on parle de 2 joueurs mauritaniens qui ont par le passé eu à faire une petite expérience qui n'a pas duré 2 mois dans les championnats lettons. Donc, et qui sont rentrés, qui se sont inscrits dans un club mauritanien, notamment le FC Nouadhibou, je crois. Et ils sont régulièrement affiliés, ils ont compéti ici l'année dernière, cette année, et je ne vois pas où est le problème. Nous, à notre niveau, connaissant bien les règlements de la CAF, étant nous-mêmes des officiels de la CAF, on sait qu'on ne peut pas aligner un professionnel au Chan. Et si c'était possible, on allait le faire même le jour du match aller contre le Mali ici. On avait Bessam dans le regroupement et on nous dit que son nom est sorti dans la liste du championnat libyen. Donc on était obligé de le retirer malgré sa volonté, lui, et son envie de participer dans ce match. On avait fort besoin de lui. On l'a perdu lui, on a perdu Beguili, Babsi, etc. C'est des joueurs importants dans le groupe et on pouvait les utiliser, on ne les a pas utilisés. On est conscient qu'on ne peut pas faire ça et aussi le Mali n'a pas déposé une réserve lors du match concernant ces 2 joueurs. C'est après la presse, certaines
presse entre guillemets malveillante qui cherche la petite bête, la Mauritanie a obtenu sa qualification dans la forme et sans le moindre problème. Et je crois que ces joueurs ont été alignés régulièrement. Ils ont leur licence dans le championnat mauritanien. C'est des joueurs qui évoluent dans le championnat mauritanien. On a toujours vu dans des autres sélections locales des joueurs qui partent et qui reviennent, qui essaient une expérience à l'extérieur, qui ne marche pas et qui reviennent. C'était le cas pour ces deux joueurs. D'ailleurs, l'un d'eux, Palay, n'a jamais joué avec l'équipe lettonne. Il est venu faire un essai, il est tombé malade, après il est rentré ici et il est là depuis le mois de mai ou le mois d'avril. Donc Delahaye a joué un match et il est rentré avec résiliation de contrat. Vous savez, c'est très facile de vérifier. À la FIFA, on a ce qu'on appelle le système TMS. Toutes les fédérations ont accès à ce système, notamment la fédération malienne. Ils peuvent rentrer et voir si le joueur, sa situation, s'il est affilié à un club étranger ou non. Et une fois qu'il n'est pas affilié à un club étranger, sa fédération est libre de le faire affilier dans son championnat, à condition que le marché de transfert soit ouvert. Et le marché mauritanien est ouvert depuis le 30 juin et ces joueurs se sont affiliés en bonne et due forme. Il n'y a aucun problème, sur ce plan. Et je pense qu'il y a plus de rumeurs sur ce plan qu'autre chose. Donc, monsieur Moustapha, d'aucuns affirment que ce sont toujours les mêmes joueurs qui sont alignés. Y en a-t-il pas dans la petite catégorie et les championnats ici, d'autres qui peuvent participer éventuellement? Bon, déjà, c'est une bonne chose que ce soit les mêmes qui soient alignés et qu'il y ait qualification. Donc ça, c'est une très bonne chose. La deuxième, aujourd'hui, il y a un suivi de tout le championnat sur les petites catégories, sachant que même au niveau des sélections, on a les sélections U17, il y a l'académie avec les U15, les U13 et le championnat qui est tout le temps suivi. Et une porte de la sélection nationale est tout le temps ouverte. Tous les joueurs performants qui auront le niveau de pouvoir accéder à cette sélection seront appelés. Mais seulement, il faut travailler, c'est pas changer pour changer. Il faut changer quand ça doit changer, où il y a des joueurs performants qui vont pousser les autres à gagner leur place, créer cette concurrence pour qu'il y ait une émulation pour la sélection. Bon, aujourd'hui, quand on va dire que c'est les mêmes joueurs, on se dit c'est tant mieux que ça soit les mêmes parce qu'il y a eu qualification au bout et c'est la meilleure des choses que la Mauritanie voulait avoir. Monsieur le Président, par rapport à ça. Oui, bon, pour rebondir sur cette question, parce que j'entends souvent des gens parler de que c'est les mêmes joueurs, etc. D'abord, il y a toujours un renouvellement de nos joueurs. Si aujourd'hui, vous savez, la qualification d'Ishan 2014, elle date de moins de 3 ans et aujourd'hui, si on regarde l'effectif ou l'équipe qui vient de réaliser cet exploit, on peut compter 4 à 5 cadres qui sont dans cette équipe. On peut dire Souleymane Diallo, Mamadou Ouad, Palay et Samba, je crois. Ouais, Samba. La limite. Donc, c'est 4 ou 5 cadres qui sont là sur un effectif de 23 joueurs. Et sur ces 23 joueurs, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes. Il y a même des jeunes qui étaient dans l'équipe I20, qui étaient en Espagne, où ils viennent de revenir, ils viennent d'arriver de l'Espagne où ils ont joué un tournoi international avec les I-19, notamment Tanji, Zeidan, Tegadji, etc. Donc, c'est des joueurs qui sont jeunes et qui sont dans cette équipe. Il y a un renouvellement, mais un renouvellement, ça ne veut pas dire annuler toute l'expérience qu'a nos joueurs qui sont encore, pour l'occasion, encore jeunes. Ils sont encore jeunes et ils peuvent donner encore pendant quelques années. Et notre équipe, je vous dis, elle se renouvelle et elle est sélectionnée sur des bases saines. Dans le football, on a des critères, on choisit les meilleurs parce qu'on doit aller rivaliser avec les autres pays si on arrive. S'il y avait tricherie ou si le sélectionneur choisit sur des critères qui sont autres que les performances, il n'y aura pas de résultat. Ça, c'est connu. C'est même, j'allais dire, c'est mathématique. Il faut avoir les meilleurs dans chaque poste. Sinon, un seul joueur, il peut faire annuler tout un résultat et tout un travail d'une équipe. Donc, les joueurs, ce sont les meilleurs. Ils sont sélectionnés sur des critères de performance et ils sont renouvelés selon les besoins et selon les capacités des joueurs. Depuis quelques années, si vous avez un dernier mot par rapport au CHAN, et on va passer à l'équipe A. Si vous avez un mot par rapport au CHAN,
Et on passe à l'équipe A. Le mot que je peux dire, c'est que le CHAN, le championnat d'Afrique des Nations, est réservé aux joueurs locaux. Et c'est une excellente idée de la CAF de lancer cette compétition parce qu'elle met en valeur les compétitions locales. Aujourd'hui, c'est une compétition qui a beaucoup de valeur, qui est télévisée, qui est retransmise dans les meilleures chaînes du monde et qui a une importance, même non seulement une valeur économique, mais aussi au niveau des supporters. Elle est en train de prendre sa place comme la CAN. Elle intéresse tous les pays, l'ensemble des nations africaines. Maintenant, ce que je veux dire ici, c'est qu'eux aussi, elles reflètent le travail qui est fait dans chaque championnat ou dans chaque fédération. Parce que, je le dis toujours, le football a besoin que toutes ces composantes vont ensemble. Il faut un bon arbitrage, il faut des bons entraîneurs, il faut des bonnes académies, un football des jeunes, etc. pour arriver à un bon championnat national de première division qui, lui, alimente les équipes nationales locales. Et si aujourd'hui, notre équipe locale arrive à éliminer en 2014 le Sénégal, aujourd'hui elle élimine le Mali, c'est quelque chose. Si notre équipe I20 aussi, qui elle est totale, j'allais dire en majorité, mais la totalité aussi du championnat local, arrive à éliminer l'Algérie de la dernière édition de la CAN, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'il y a un travail qui est fait au niveau national. Et en conséquence, c'est le résultat d'un travail qui est fait par le président de la fédération, par toute la famille du football. Parce qu'il faut le dire, les présidents des clubs, les entraîneurs au niveau des clubs, les formateurs de quartier, etc. C'est toute une chaîne et tout un monde qui travaille en même temps pour arriver à ces résultats. Ce n'est pas un résultat qui peut venir du jour au lendemain par l'impulsion ou par la volonté du président de la fédération qui a dit je veux me qualifier, je veux voyager, c'est pas ça. C'est tout un travail qui doit donner ces résultats. Et ces résultats ont été faits par tout le monde, par toute l'équipe et par toute la famille du football, que je remercie pour l'occasion. Merci. Monsieur Sall, par rapport au CHAN, si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce qu'a dit le président. Comme il a résumé, aujourd'hui on se qualifie, c'est une très bonne chose. Ça dénote du travail qui a été fait en amont. Parce qu'au football, rien ne s'improvise. Et seul un travail structuré et organisé, surtout sur le plan organisationnel, c'est là où ça a beaucoup plus évolué. Aujourd'hui, il y a des prévisions faites même pour les compétitions sur 1 année, 2 ans à l'avance. On sait ce qu'on va faire, tout est programmé, tout est planifié. Ce qui a donné ses fruits, et les joueurs se sont habitués à certaines compétitions. Et en plus, il y a eu une régularité au niveau du championnat. Le championnat mauritanien maintenant se joue pratiquement dans les normes internationales et en régulier avec les coupures de vacances, et le championnat reprend en temps. Ça aussi, ça fait que les joueurs arrivent à maintenir leur forme sportive et que d'année en année, ça évolue. Et comme on a vu aujourd'hui dans l'équipe locale, il y a beaucoup de jeunes joueurs de 23, 24 ans, ce qui fait qu'ils sont toujours dans leur phase ascendante. Et cela a été dit au fait qu'il y a une bonne régularité au niveau du championnat. C'est ce qui fait qu'en sélection, on en profite. Parce qu'aujourd'hui, comme on a dit, il faut avoir de bons clubs pour avoir une bonne sélection. Et si on regarde, même en voyant, avant de jouer le match contre le Mali, déjà, on a eu 4 cadres qui s'en vont. Beguili, Bakary, Babsi, Bessam. On s'est dit, c'est vrai, c'est une perte pour l'équipe locale, mais c'est un bon avenir pour la Mauritanie parce que ça va être aussi de bons ambassadeurs et ça va permettre aussi un renouvellement. C'est là où il y a les changements qui se font parce que au niveau des sélections aujourd'hui, voyant l'équipe U17 qui est en Tunisie, qui devait rentrer aujourd'hui, te dit que tu as un vivier. Et c'est seulement ça qui fait que sur la longueur, on est sûr d'avoir des équipes nationales performantes. Mais en corrélation avec les clubs, parce que tous ces gens viennent des clubs. Et on voit aussi une meilleure structuration au niveau des clubs. Donc, voilà, c'est un peu... mais, cependant, il faut continuer à travailler et continuer à se remettre en question pour aller le plus haut possible. Parlons-en de l'équipe A et des qualifications pour la CAN 2019. Vous avez déclaré récemment à l'APS, Agence de presse sénégalaise,
que la Mauritanie a travaillé pour finir en tête de sa poule de qualification et prendre part à la CAN 2019. En a-t-elle les moyens de ses ambitions? Quand on sait qu'il y a le Burkina à côté, le Botswana... Oui, et... vous savez qui pouvait parier quand on était l'année dernière dans une poule où il y a le Cameroun, l'Afrique du Sud et la Gambie. Je crois qu'ils ne sont pas nombreux qui ont parié pour placer la Mauritanie troisième de ce groupe. Et je ne parle pas de deuxième avec la présence de l'Afrique du Sud et du Cameroun. Et dans cette poule, on a été battu que par le Cameroun qui a fini champion d'Afrique. Et difficilement, 1-0, même à Yaoundé, 1-0 à la dernière minute du jeu. Donc, et à mon avis, contre le cours du jeu, parce que c'était le meilleur moment de l'équipe mauritanienne, la deuxième partie de la deuxième mi-temps. Aujourd'hui, je crois que en faisant ce parcours, en faisant tout le travail qu'on a évoqué tout à l'heure, et en faisant ce que vient de vous dire Mouss par rapport à la planification au niveau de la fédération et au niveau des équipes nationales, on fait notre planification pour tout notre programme, tous nos futurs matchs amicaux, préparation, etc. sur une année, voire deux. Et ils ne sont pas nombreux, les équipes africaines, qui font une telle planification et qui font un tel travail. Donc il est légitime, il est normal de prétendre à la première place, parce qu'il ne faut pas oublier, il y a juste 2 mois, ou moins de 2 mois, qu'une décision du comité exécutif de la CAF a rendu possible une qualification de 2 équipes par groupe, parce qu'on passe à 24 au lieu de 16. Mais quand on est rentré dans cette poule, on a commencé notre préparation, nos stages en Afrique du Sud et ailleurs, et on est parti jouer la première journée au Botswana. Botswana, c'est une équipe difficile à jouer chez eux, et on a amené les 3 points en gagnant chez eux 1-0. L'objectif, c'était la première place. Je me suis dit, il ne faut pas qu'on change d'objectif. L'objectif reste la première place. Parce que si on cherche la deuxième place, on risque de se retrouver la troisième. Et on ne peut pas se contenter d'être troisième. Donc on cherche la première place, et à défaut, on peut être deuxième. Mais je le dis encore, et la Mauritanie cherche la première place. J'insiste et je persiste. Quand on sait qu'elle est deuxième pour l'instant de sa poule. On n'est pas deuxième parce qu'on est à 3 points avec le Burkina Faso. Burkina Faso 3 points, nous 3 points. Eux, ils ont, je dirais même premier, parce qu'on a gagné à l'extérieur et eux, ils ont gagné chez eux. Mais ils ont gagné avec une différence de 2 buts, nous on a gagné avec une différence d'1 but. 3-1 je crois chez eux et 1-0 pour nous. Donc, et on les reçoit le prochain match. Je crois qu'on peut dire à égalité, mais nous, on a l'avantage d'avoir gagné un match à l'extérieur. Et ce n'est pas évident de gagner un match à l'extérieur. Et pour l'occasion, parce que moi, je n'ai pas l'habitude de différencier souvent entre l'équipe Chan et l'équipe CAN, la première équipe, parce qu'il y a une bonne partie des joueurs Chan qui sont dans l'équipe locale, qui jouent en équipe A. Et au niveau du classement FIFA, c'est les matchs de l'équipe locale ainsi que les matchs de l'équipe A, ils sont comptabilisés au niveau de la FIFA de la même façon. Et nous, nos équipes, on vient d'enchaîner quand même 2-3 victoires à l'extérieur. Ce qu'on ne faisait pas du tout auparavant. C'était notre défaut lors des dernières éliminatoires. On a gagné pratiquement tous nos matchs à Nouakchott, à part le Cameroun, et on n'a pas réussi à gagner des matchs à l'extérieur. Et cette fois-ci, ça dénote qu'il y a un progrès, c'est d'aller gagner nos matchs à l'extérieur. On est même, je crois que c'est même le contraire qui est en train de se produire. On a perdu le match de Zouarat, on a fait un match nul à Nouakchott contre le Mali et on est parti gagner et le Botswana, et le Libéria et le Mali tout dernièrement. Justement, le président a parlé de progrès. Comment expliquer ce progrès notoire du football de façon générale, du football mauritanien? Je l'ai dit, c'est par le travail, parce qu'on ne peut pas progresser. Et aujourd'hui, il y a une organisation qui a été faite. On est sorti un peu de l'improvisation. Et puis, on joue régulièrement tous les matchs. La Mauritanie est présente sur toutes les compétitions, toutes les dates FIFA. On a joué plus d'une 50aine de matchs en 2 ans. Donc, ce qui fait que cette régularité à faire les matchs, même dans les journées... Avant, on avait l'habitude de jouer seulement la compétition officielle. On se préparait juste à jouer la compétition officielle et puis c'était à l'approche de la compétition qu'on faisait une petite préparation. Aujourd'hui,
l'équipe nationale est en perpétuelle préparation parce qu'elle joue toutes les dates de compétition, elle y participe. Et en plus, il y a eu une nouvelle organisation qui a mis des jalons sur le plan organisationnel. Parce qu'au football, c'est bien d'avoir les moyens et tout, mais quand on n'est pas organisé, c'est difficile d'avancer. Et je vous ai dit, aujourd'hui, nous savons ce que nous allons faire dans une année, dans 2 ans, c'est déjà programmé. Donc, et en plus, il y a du travail qui a été fait à tous les niveaux, au niveau de l'académie, au niveau... On a une structure mise en place qui fait et qui met les sportifs aussi dans les meilleures conditions à aller à la performance. Et sur la longueur, sur cette régularité, ça a porté ses fruits. On voit, parce que justement dans le reportage, j'avais entendu parler du classement FIFA, comme quoi on est 86e, c'est vrai, on est 86e, mais c'est parce que après le match de Zouérat, on a perdu contre le Libéria avec l'équipe locale, ça nous a fait chuter un peu, mais sinon, juste avant au mois de juillet, on était 81e mondial. Donc, et c'est le meilleur classement de l'histoire, contrairement à ce qu'il a... Il avait fait un très bon rapportage, mais c'est juste cette... voilà, c'est que le meilleur classement, c'est pas en 95, comme il a dit. C'est juillet 2017, 81e place. Et on espère faire mieux lors du prochain classement avec ces résultats d'une victoire à l'extérieur et contre le Mali. Et après, c'est un peu par rapport à ça. Après, ça a beau parler, mais aujourd'hui, il faut voir les résultats. Et comme l'a si bien dit le président, peut-être qu'on a appris à voyager un peu. Parce que même sur le CHAN, on s'est qualifié sans gagner de match à Nouakchott. On a perdu contre le Libéria, on a fait match nul contre le Mali. Donc on a gagné à l'extérieur. On a gagné au Libéria et à Bamako. Bon, avec l'équipe A aussi, il y a eu la victoire au Botswana. Maintenant, si ça se pérennise, ça peut faire encore beaucoup évoluer l'équipe. Mais tout ça, comme on a toujours dit, c'est... sans avoir d'ambition démesurée, il faut rester humble, les pieds sur terre et continuer à travailler. Et qu'il y ait une bonne corrélation à tous les niveaux, public, sportif, dirigeants, joueurs, entraîneurs, encadreurs, administration. C'est avec... et aujourd'hui, on sent qu'en Mauritanie, il y a une certaine symbiose au niveau de ces structures, ce qui a fait que ça a donné ces résultats. Avez-vous des nouvelles des joueurs professionnels? Est-ce que vous avez de leurs nouvelles? En fait, je veux juste que vous me parlez des pros mauritaniens dans les autres championnats. C'est clair, parce que même il y a le coach qui est en France, ces derniers temps, pratiquement toutes les 3 semaines, il est là. On fait un mois et demi ensemble, mais la structure même est en relation perpétuelle avec les joueurs qui jouent en Europe. Et on a toutes les nouvelles par rapport à la compétition, par rapport à l'état de forme, par rapport à la blessure, parce qu'il y a des relations aussi qui se nient avec les clubs et les échanges avec les joueurs même directement. Donc ce qui fait que tous les jours, on sait tous les jours ils sont à quel niveau, et ceux qui jouent, ceux qui ne jouent pas, ceux qui travaillent pas, ceux qui sont blessés. Donc il y a je vous ai parlé d'organisation. C'est cette organisation qui fait qu'aujourd'hui on est sorti un peu de l'improvisation. Tout est un peu carré au niveau de la Fédé et c'est ce qui augure de bons résultats. Et cela financièrement a un coût, forcément. Comment vous faites pour pouvoir assurer tout cela? Eh bien, on essaye d'abord de bien s'organiser, mais surtout, il faut le dire, il y a un réel soutien de l'État mauritanien. Il y a un réel soutien l'État mauritanien prend entièrement en charge les équipes nationales. Nous avons certes des ressources propres à la fédération, notamment via des sponsors, via le soutien de la FIFA, etc. Mais ces ressources-là, ils sont orientées à l'organisation des compétitions locales, le développement et la formation, etc. Et bien sûr, les infrastructures de la fédération, notamment ses pelouses, ses terrains d'entraînement, son siège, son académie, etc. et la gestion de son personnel. Cependant, l'équipe nationale, et je le dis, je le répète, elle est prise en charge par l'État mauritanien. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça fonctionne très bien à travers des rapports basés sur la transparence et la régularité. Et je crois que sur ce plan, on peut dire aujourd'hui qu'on n'a pas de gros soucis par rapport à ça, mais je sais aussi que chaque fois, plus on progresse, et ça demande davantage. Aujourd'hui, on ne peut pas
continuer à préparer l'équipe A sans préparer les petites catégories. Parce que quand on atteint un niveau où on est classé dans le top 100, où on est même potentiel classé top 50, je l'espère, dans les années à venir, ou dans les mois à venir, il faut assurer ce niveau. Parce qu'on a peut-être mis plus de 130 ou plus de nations derrière nous, et toutes ces nations cherchent notre place, cherchent à nous vaincre. Et le football se renouvelle. On parle aujourd'hui des joueurs de l'équipe A, de l'équipe locale, mais dans 2-3 ans, il faut assurer la relève. Et ensuite, 2 ans après, il faut assurer la relève. Donc il faut une équipe nationale I20, qu'on appelle les juniors, qui sont bien préparés, qui ont l'habitude de compétir, de jouer avec les autres, les matchs amicaux et les stages, etc. À la fois les I17, c'est à cause de ça que durant cet été, nos équipes nationales de petite catégorie étaient en voyage. Je crois que l'équipe junior a passé 1 mois en dehors du pays, entre le Maroc et l'Espagne. Et l'équipe I17, ils sont toujours en Tunisie. Dans le cadre des préparations, ils viennent de jouer 4 matchs en moins d'1 mois contre l'Arabie Saoudite, la Tunisie, etc. Donc, c'est cette préparation, qui va assurer l'avenir. Ça a certes un coût, parce que quand on parle des techniciens, que ce soit l'équipe A ou l'équipe locale ou les équipes, on a des étrangers avec des Mauritaniens qui sont d'un certain niveau de compétences, avec des diplômes d'entraîneurs professionnels, etc., et qui ont de l'expérience. Mais ces gens-là, pour les amener, il faut les payer. Et heureusement qu'il y a l'État mauritanien qui a compris la dimension du football, qui a compris l'importance du football, que c'est un symbole de souveraineté, un vecteur d'unité nationale, etc. Et ils ont mis les moyens et on ne peut qu'être satisfait et encore les remercier. Donc, Monsieur le Président, je reste toujours avec vous. La FIFA et la CAF vous ont choisi pour superviser l'élection à la présidence de la Fédération sénégalaise de football. N'est-il pas un insigne honneur fait à la Mauritanie quand on sait que vous êtes nommé en qualité de membre du comité exécutif de la CAF et président de la commission juridique de l'instance dirigeante du football continental? Cela, est-ce que vous laisse du temps pour... récemment, vous n'avez pas assisté, je pense, à l'un des matchs de l'équipe nationale. Est-ce que ça... Je veux d'abord répondre par rapport à mon absence au match de l'équipe nationale. C'est que moi, je ne joue pas. Je suis là pour assurer à ce que tout va bien. Nous sommes une équipe qui travaille ensemble. Oui, votre présence peut booster l'équipe. Peut booster. J'ai été pendant les entraînements, j'ai discuté avec les joueurs, etc. Parfois aussi, il faut savoir ne pas trop mettre la pression sur les joueurs. Je crois on a quand même un petit temps d'expérience qui nous a permis de savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Cependant, je vous dis quelque chose, que aussi ma présence à la CAF, ma présence à la FIFA ne fait que aider mon pays et le faire respecter de la part. Il s'est fait respecter par tout le monde. Et ça, nous, on le comprend, qui sommes dans ces instances-là. Donc, si je donne du temps à cela, sachez que c'est dans l'intérêt à la fois de notre football, dans son ensemble, et de nos équipes nationales en particulier. Et certes, je n'ai pas assisté au match contre le Mali parce que j'ai été désigné par ma qualité de président ou de membre du comité exécutif et président de la commission juridique et des associations membres, parce que les associations membres, ce sont les fédérations affiliées à la FIFA et à la CAF. Donc, et des associations membres, donc ça m'amène ou ça oblige ma présence à certaines assemblées générales qui sont censées être difficiles. Et pour cette occasion, le président de la CAF m'a demandé d'assister à la fédération, de superviser l'Assemblée générale de la Fédération sénégalaise, et aussi le président de la FIFA me l'a demandé. Donc ils m'ont désigné, au lieu de dire m'ont demandé, ils m'ont désigné pour les représenter dans cette Assemblée générale, chose que je ne pouvais pas refuser, et surtout que ça se passe dans un pays voisin que je connais bien, et comme vous le dites aussi, c'est un honneur pour la Mauritanie que de superviser de telles élections. Et je peux dire aussi que ça s'est bien passé, parce que ça ne peut que l'être. Certes, c'était une Assemblée générale
un peu agité avec plusieurs candidats, mais finalement, ça s'est bien passé. Donc, M. Sall, quel impact de son implication dans ces instances sur le foot mauritanien? Est-ce que son absence ne vous... Aujourd'hui, moi je dirais que ce n'est pas lui en tant que personne. Déjà, oui, je sais, ce n'est pas lui en tant que personne, lui en tant que... Voilà. Et comme je rebondis un peu, comme avait dit le président, on est arrivé à un niveau où il y a une telle organisation que quelquefois le président n'est pas là, mais c'est que tout est mis en place. Il y a une structure qui a été mise en place, avec son bureau fédéral, ils ont mis une structure en place où nous, on n'a pas eu de difficulté à pouvoir faire le travail. C'est-à-dire qu'il y a toute une structure huilée qui est mise en place pour s'occuper de tout ce qui va être, tous les besoins dont la sélection a besoin pour mener à bien son travail. Donc bon, c'est bien que quand il y a un match, quand le président est là, ça fait une motivation, peut-être ainsi de suite, mais aussi il y a les contraintes du travail qui font que, heureusement aujourd'hui, que quand il n'est pas là, tout continue à marcher. Et c'est ça la meilleure chose. C'est là où je vous parle de cette organisation et cette structure qui a été mise en place. Et c'est ce qui fait que, ce qui nous fait grandir davantage. Monsieur le Président, nous avons entendu parler d'un congrès de la FIFA ici à Nouakchott. Est-elle exacte cette information? Non, un congrès, c'est un peu difficile parce que la FIFA, c'est quand même 211 membres. 211 pays avec 3 délégués, je ne pense pas qu'on est à ce niveau pour l'organiser pour le moment, et j'espère qu'on va l'organiser un jour et bientôt, je l'espère. Cependant, certes, il y a une rencontre, une sorte de séminaire que la FIFA va organiser à Nouakchott en fin d'année, au mois de décembre, et qui rassemble normalement les 54 pays africains. Et d'ailleurs, lors de la dernière visite du président de la FIFA ici, il avait déclaré à la presse qu'ils ont décidé d'inviter les fédérations africaines. Ils avaient dit les fédérations en général, mais comme je vous dis, on n'a pas encore les infrastructures nécessaires pour organiser un tel congrès. Il faut appeler les choses par le nom, c'est un sommet mondial, le congrès de la FIFA. Mais cependant, ils vont l'organiser ici, on va dire une rencontre africaine de 54 pays. Et l'objectif pour le président de la CAF, c'est ce qu'il a dit d'ailleurs à la presse, c'était d'amener c'est un séminaire sur le développement et de montrer aux fédérations africaines comment on peut rendre une fédération avec des moyens, on va dire des moyens relativement modestes, ou de modestes moyens, on va dire, rendre une fédération fonctionnelle et efficace, parce qu'ils ont apprécié les installations, le mode de fonctionnement, etc. Et ils veulent le montrer aux autres fédérations. Donc c'est un honneur pour nous, c'est un honneur pour la Mauritanie que de recevoir les 54 fédérations avec la FIFA, avec la CAF, et organiser cette rencontre chez nous. Donc, ce qui m'amène à parler un peu de l'organisation. Quand est-ce que la Mauritanie va organiser des compétitions africaines? Écoutez, je vais vous dire, il n'y a pas que la CAN ou le championnat d'Afrique où c'est 16 nations, mais il y a aussi les compétitions de petites catégories. Et je crois qu'il faut commencer par là. Essayer d'organiser une CAN I-17 ou une CAN I-20 et après chercher les autres compétitions qui aujourd'hui demandent certaines infrastructures que malheureusement nous n'avons pas encore. Notamment des stades de plus de 20 000 places et certains standings d'hôtels, etc. Mais je dirais qu'on a l'ambition, dans un futur proche, de déposer notre candidature afin d'organiser une compétition des jeunes. Et nous sommes là-dessus, mais on préfère ne pas dévoiler pour le moment certaines informations par rapport à cela. Mais comme il y a des stades qui sont en chantier pour le moment, le stade olympique qui se renouvelle aujourd'hui et qui sera dès le début de l'année prochaine fonctionnel, le stade de Cheikha qui va voir sa capacité, qui va s'accroître en capacité parce qu'il y a un financement FIFA pour le rendre un stade de 9000 places assises avec tout ce qu'il faut, avec des écrans, l'éclairage, etc.
et éventuellement d'autres stades à l'intérieur, notamment le stade de Zouarat qui commence à ressembler à un bon stade. Il lui faut aussi une augmentation de capacité et de l'éclairage et d'autres stades parce qu'au jour d'aujourd'hui, il faut le dire, même il y a un nouveau stade et que je salue pour l'occasion qui a été fait en temps record, le stade de Mellah ici et d'autres. C'est des stades à la fois où ils peuvent servir pour une compétition ou des stades d'entraînement pour une équipe qui va participer dans un tournoi. Donc, et l'État a un ambitieux programme de construire 9 stades sur ce cycle. Ils sont pratiquement tous en phase finale, en finition, je peux même dire, dans les capitales régionales. Donc, on peut planifier un avenir radieux pour notre football. Donc, côté infrastructure, c'est bon, on peut planifier. On est en bonne voie, on peut dire. Il y a certaines améliorations que nécessitent même ces stades qui sont en chantier actuellement, mais ils doivent s'adapter aux compétitions internationales. Et c'est un travail qui doit être fait une fois qu'on a la possibilité ou qu'on a la candidature déposée ou la compétition attribuée. Monsieur Salia, mon réalisateur, qui vous pose la question à savoir, est-ce qu'il y a des joueurs de l'équipe nationale qui vont aller en Europe ou qui sont sur le point d'aller en Europe? Aujourd'hui, il y a des joueurs mauritaniens sollicités. Cela est dû au fait par rapport aux résultats qu'il y a, déjà on a eu 4 joueurs qui sont partis il n'y a pas 3 semaines. Et c'est avec les bons résultats qu'il y aura une certaine ouverture pour le footballeur mauritanien. Et il y a même la petite catégorie des jeunes qui étaient allés en Espagne, il y a eu des contacts, tout, mais ce n'est pas encore finalisé. Il faut laisser les choses se faire facilement, ça va. Et dans l'avenir, on espère avoir plein de joueurs qui vont jouer en Europe. Mais juste pour encore rajouter à sa réponse, parce que vous lui demandez s'il y a des joueurs qui vont partir en Europe ou s'il y a des joueurs déjà en Europe. Déjà en Europe, c'est la question de Montréal. Voilà, parce qu'il y a des joueurs déjà en Europe. On en a en France, on en a en Turquie, en Grèce et en Espagne. Hassan Laïd et Ali qui sont à Levante en Espagne. C'est tous des joueurs mauritaniens qui sont dans l'équipe A et qui aujourd'hui évoluent dans des clubs européens qui jouent. D'ailleurs, on a un joueur qui s'est fait blesser, qui a été blessé hier. Adam Abba, en Turquie, dans le championnat turc, il a une grave blessure, je crois, au dos. C'est la même que Neymar lors de la Coupe du Monde. Donc on donne cette information, mais j'ai discuté avec lui tout à l'heure, il était encore à l'hôpital. Mais il m'a rassuré que selon le médecin, c'est une blessure qui peut durer 3 à 4 semaines et qu'il va retrouver son état de forme, Inch'Allah. Mais ce qui fait qu'il sera absent lors des prochains stages de l'équipe nationale. Kalou Guidilé aussi en Turquie, Salissar est en Suisse. En Suisse, on en a. Parce que je pensais qu'ici, il y a des joueurs qui partent. On a déjà des joueurs. Maintenant, vous savez, je crois, Moussa est mieux placé que moi pour donner une réponse exacte, mais je pense qu'on a sur l'équipe A, on a plus de 15 joueurs qui sont professionnels à l'étranger. Plus de 15 joueurs. Donc, et je crois que ça peut même aller jusqu'à 20 avec les derniers. Parce qu'il y a certains qui vont partir, donc, qui ont des ambitions, qui ont des contacts. Donc, ça peut et pour vous montrer on va dire le degré du progrès du foot mauritanien, c'est qu'en 2013, on comptait un seul, je crois. Donc en 4 ans. Oui, et c'est des joueurs qui sont, on parle des joueurs qui sont à un certain niveau, qui peuvent jouer en équipe nationale. Mais on a beaucoup, des dizaines qui sont dans des divisions inférieures en Europe et qui ne sont pas sélectionnables en équipe nationale. Donc on parle de beaucoup de joueurs qui étaient même dans l'équipe junior et tout ça, qui sont aujourd'hui en Espagne, en France, qui jouent dans des catégories CFA ou en Espagne division 3, 4 et qui ne sont pas sélectionnables en équipe nationale. Donc on va parler un peu du championnat national. Cette année, la saison 2017-2018 a connu une innovation avec la création de Super D1 et Super D2. Pourquoi ce changement? Parce qu'on essaye d'avancer, parce qu'on essaye de progresser et d'adapter notre système à l'évolution du football mauritanien. Vous savez, si je vous donne un exemple, il y a en 2012,
le nombre de licenciés en Mauritanie était de 2300 et quelques. Et aujourd'hui, on est à peu près 12 000 licenciés. Voire plus que 12 000 licenciés. Je n'ai pas le chiffre exact en tête parce que ça évolue tous les jours. Cependant, il faut savoir adapter tout ça avec notre système de compétition. Nous, normalement, une fédération normale qui cherche, on va dire, à faire des économies ou à être rationnelle, elle ne va pas chercher à faire plus de compétition parce que ça signifie plus de dépenses. Parce que plus il y a un match de plus, il y a des arbitres, un corps arbitral de 4 arbitres, un commissaire de match, un superviseur des arbitres, toute une sécurité autour, des stagiaires, un corps médical, etc., qui vont avec, pour tout match organisé, quelle que soit la catégorie. Donc, mais nous sommes dans l'obligation de continuer à grandir et à adapter notre système avec l'évolution de notre football. Et c'est pour cela que cette année, lors de la dernière Assemblée générale, il faut le dire, on organise une Assemblée générale tous les ans avec l'ensemble des clubs membres de la fédération et il y a un dialogue pour trouver les meilleures solutions pour notre football. Et l'avant-dernière, on a innové par le soutien financier aux clubs de la part de la fédération, mais qui exige des clubs d'avoir des équipes de petite catégorie dans nos propres championnats, notamment les I15, les I17. On a un championnat I15 de 26 journées, on a un championnat I17 de 26 journées, et nous allons passer cette année à un championnat I20 aussi de 26 journées. 14 clubs, ça signifie 26 journées, etc. Et ça, c'est... et ensuite, on a la deuxième division. Nous avons constaté lors de l'année dernière que les ligues régionales de Nouakchott, parce que Nouakchott, il y a 3 ligues, selon le découpement géographique de Nouakchott, les nouvelles wilayas, etc. Donc, et ces 3 ligues, l'année dernière, certaines ont fait un championnat très court, de 4 journées ou 5 journées, pour peut-être faire des économies, ou ils n'ont pas la possibilité ou les capacités financières d'organiser un long championnat. On a décidé cette année de prendre, la fédération va prendre à travers sa structure chargée d'organiser les compétitions, dénommée la Ligue nationale, l'organisation des championnats de la deuxième division, mais la Super D2 qui va regrouper les meilleurs de chaque ligue régionale. Et la Super D2 à Nouakchott et une Super D2 dans chaque 4 régions de la Mauritanie. Parce qu'il y a un championnat régional qui s'organise dans chaque région. Ce qu'il faut comprendre que la fédération a ses démembrements, elle a ses ligues régionales dans chaque wilaya. C'est comme si vous dites on va dire, son préfet ou son wali dans chaque région pour organiser ses compétitions. C'est aussi notre ligue régionale dans chaque région. Elle organise les compétitions. Elle organise un championnat régional de chaque catégorie. Elle donne le champion. Avant, on organise les phases finales ici avec 16 équipes, mais on a trouvé mieux. Organiser une Super Ligue 2 dans chaque 4 régions de la Mauritanie. Les 4 du Sud, les 4 du Nord, les 4 du Centre, etc. Et avoir et les 4 de Nouakchott, bien sûr. Et avoir les 8 meilleurs pour organiser des playoffs à Nouakchott et avoir les 2 qui vont se qualifier en première division. Ça fait trop, ça fait, selon le calcul de la DTN, sur l'ensemble des compétitions que va organiser la fédération sur la saison 2016-2017, plus de 2500 matchs. Et il faut le faire. Il n'y a pas beaucoup de fédérations autour qui organisent tant de matchs, parce que si on organise 2500 matchs, ça veut dire qu'il faut avoir tant d'arbitres et tant de tout ça. Ce que je viens d'énumérer, les participants dans un match. Mais il faut savoir aussi que c'est calculé, parce que les gens peuvent dire c'est démesuré, c'est une folie. Ce n'est pas une folie, c'est ce que nous demandent aujourd'hui les jeunes, c'est ce que nous demandent les footballeurs. Ils peuvent pas, dans le football, on ne peut pas dire à un jeune, il veut jouer, on lui dit, et il a du talent, il a envie de jouer, on lui dit, tu ne peux pas jouer parce qu'il y a de la place que pour 100 joueurs. Toi, tu dois aller chercher à faire autre chose. Là, il sera désespéré, il va se retrouver à faire autre chose qui n'est pas bien. Donc, du coup, on l'a bien calculé. Nous allons bien le faire, comme on a fait par le passé, parce que là, on ne fait qu'augmenter un peu, mais plus de 70% de ce programme, on l'a réalisé l'année dernière. Sauf qu'on va augmenter cette année, et je pense qu'on est prêt pour le faire. Et ça, c'est ce qui va faire de la Mauritanie une véritable nation de football. Vous savez, quand on arrive à organiser tout ça,
quand on arrive à mettre en place ces structures et qu'on ait l'habitude d'organiser ces compétitions-là, notre arrivée à une Coupe d'Afrique ou en Coupe du Monde ne sera plus jamais une surprise. Elle sera plus fêtée de cette manière parce qu'elle sera une seconde nature. Ça sera normal que la Mauritanie participe à toutes les compétitions parce qu'elle a les bases, elle a les structures pour. Et c'est ce qu'on veut faire. Vivement que ça arrive. Par rapport à ce que le président vient de dire. C'est juste là, dire qu'en l'espace de 3 ans, ça passe de 2000 licenciés à 12 000. Et donc, cela veut dire qu'il faut réfléchir pour pouvoir mettre une structure pour que tous ces 12 000 licenciés puissent jouer. C'est l'explication. Je ne veux pas trop rentrer dedans parce qu'il a donné déjà tout. Et comme il l'a si bien dit, c'est quand toutes ces structures se mettent à jouer, sachant qu'il y a des jeunes, des plus jeunes, les petites catégories, championnat U17, U15, ce qui va pérenniser un peu le football, ce qui va assurer les viviers à tous les niveaux. Quand des U15 vont passer, le stade de U15, ils vont passer à U17, ils auront un championnat, ils pourront jouer. U17 passeront à U20, U20 à U23, U23 à senior. Et c'est seulement avec ce travail, quand on regarde aujourd'hui les grandes nations de football, on va prendre l'exemple de la France, de l'Espagne, de l'Allemagne. Ces 3 nations qui, à un moment, n'ont pas pu avoir de résultats parce qu'ils n'avaient pas pensé au travail en amont. Quand ils l'ont fait, la génération de 98 françaises qui a remporté la Coupe du Monde venait de là. Celle d'Espagne. Et donc, toutes les nations ont vu, ce n'est pas parce que j'ai une bonne équipe nationale que ça s'arrête là. J'ai une bonne équipe nationale, mais elle va vieillir avec le temps. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que j'ai mis une structure pour assurer le renouvellement? Donc, il y a certains pays, parce qu'à un moment, quand ils ne pensent pas au renouvellement, ils peuvent avoir les meilleurs joueurs, mais après, ça va être sur certaines années. Et après, quand ces derniers arrêtent de jouer, qu'est-ce qu'il y a donc, c'est pour cela qu'il y a eu, avec la DTN, avec tous les techniciens, l'administration, les gens ont pensé à ça, dire maintenant, il faudrait... Et c'est bien d'arriver à un certain niveau, mais le plus important, c'est pouvoir de se maintenir et progresser. C'est pas arriver à un niveau et puis revenir à des années-lumière en arrière. Donc, et pour ça, il faut mettre une structure et qu'elle soit travaillée sur la longueur, ça donne des résultats. Monsieur le Président, je sais que vous êtes fatigué, vous venez d'arriver de Bamako, mais ce n'est pas tous les jours que nous avons sur le plateau. Donc nous allons parler de l'arbitrage mauritanien. Comment il se porte? Bien, vous savez, on a innové l'année dernière parce qu'on a créé un département de l'arbitrage. Avant, dans nos structures, on avait la commission d'arbitrage avec un président qui doit être obligatoirement, normalement, un membre du comité exécutif de la fédération et toute une commission composée en général des anciens arbitres. Mais là, l'innovation qu'on a créée, on a maintenu la commission, mais on a créé un département de l'arbitrage qui s'occupe du développement de l'arbitrage et qui s'occupe qui gère le quotidien des arbitres. Et ce département, on a amené, comme on l'a fait avec la direction technique nationale, qui est gérée depuis plus de 3 ans par un Espagnol, un professionnel qui a eu à gérer des grands clubs ou des centres de formation de grands clubs européens et qui travaille chez nous depuis plus de 3 ans à planifier, à mettre en place une bonne politique de développement technique. La même chose qu'on a fait avec le développement technique des joueurs et des entraîneurs, on l'a fait avec les arbitres. On a amené aussi un grand expert algérien qui était un ancien arbitre international et qui a eu à diriger l'arbitrage en Algérie et dans certains pays du Golfe, et qui est connu, qui est un expert de la FIFA et à la CAF. Il est chez nous désormais depuis plus d'1 année et il est en train de mettre en place aussi une politique de développement de notre arbitrage qui va accompagner on va dire, cette évolution ou ce boom du football mauritanien. Et du coup, l'arbitrage, je vous dis, on a beaucoup de nouveaux arbitres. Lors de la dernière saison, les gens ont vu beaucoup de jeunes arbitres qui ont émergé. Et on a eu l'audace et le kilo de les lancer en première division. Et ça nous a réussi, il faut le dire, parce que ces jeunes arbitres ont montré leur capacité, ont montré qu'ils sont... Et les anciens aussi se sont performés parce qu'ils ont senti qu'il y a la concurrence. Qu'il y a la concurrence. Je vous dis,
Et il y a un engouement pour l'ensemble. Même pour les joueurs, on parle de 12 000. Mais avec ces résultats de l'équipe nationale qui vient de se qualifier, et si l'équipe A arrive à se qualifier à la Coupe d'Afrique, il faut savoir qu'il y a plus de jeunes qui vont vouloir être footballeurs, qui vont se dire pourquoi pas. Moi, je vais être. Quand j'entends aujourd'hui Ismaël Diakité qui signe avant-hier au Maroc avec un club avec un salaire de 12 000 euros, on me parle de 12 000 euros mensuels. Je n'ai pas la confirmation, mais on me parle d'un salaire comme ça. Les joueurs vont vouloir avoir un salaire pareil dans un club à côté. Je ne parle pas de ceux qui sont en Europe et d'autres. D'autres aussi, je crois, le défenseur qui est parti au Maroc, Bakary Ndiaye, qui est très jeune, un joueur de 20 ans. Il vient de signer dans un club qui joue la Ligue des champions africaine. J'imagine qu'il doit avoir un niveau de ça. Ça donne envie aux joueurs. Ils se disent, ça c'est des rêves qui se transforment en réalité. Un joueur comme Ali Ebeid ou Hassan Eid qui sont aujourd'hui à Levante en Espagne, en Liga espagnole, il y a 3 ans, ils étaient à Riyad. Ouais. À Riyad, ils s'entraînaient avec des pierres et ils utilisaient des casseroles, etc., comme plot d'entraînement avec le centre de formation de Hassan Kamara. Donc, ça donne envie, ça fait rêver les joueurs et ça va faire encore plus de joueurs, plus de participants et aussi en conséquence, plus d'arbitres. On voit aussi, pour revenir à l'arbitrage, on a des arbitres qui sont classés aujourd'hui, notamment Mqaïvri par exemple. Il est classé dans le top 10, voire le top 5 en Afrique. Il arbitre souvent, ça fait quelques éditions de la CAN où il est présent en phase finale de la CAN. Et ça, c'est une bonne chose. On a des jeunes arbitres qui émergent. Babacar Sarr, qui est le fils d'Idrissa Sarr, qui a été lui en 88 le meilleur arbitre africain. Son fils est en train de devenir aussi l'un des meilleurs. Je crois qu'en ce moment, il doit se trouver sur le point d'aller en Égypte pour un stage des arbitres de l'élite. Il est déjà arbitre FIFA et bien d'autres. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui se dirigent vers l'arbitrage. Et pour vous expliquer un peu, nous, le corps arbitral chez nous, c'est un peu notre armée. Ils sont nombreux. Dans le registre des arbitres, on parle de 700 et quelques 800 arbitres. Qui sont tous enregistrés à la fédération, qui sont payés pour tous les matchs qu'ils arbitrent chez nous. Et il leur faut une bonne organisation et il leur faut des grades. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, il n'y a pas qu'arbitre. Il y a un arbitre district, un arbitre régional, il y a un arbitre fédéral et un arbitre ligue, district, ligue, fédérale et FIFA, international. Et ça, ce sont des équations qui portent comme des grades. Donc, c'est pour vous dire, c'est un peu notre armée, c'est un peu notre police. Et on essaye de leur accorder une grande importance parce que si notre arbitrage est bon, nos compétitions seront bonnes. Si l'arbitrage n'est pas bon, ça influe sur la compétition et en conséquence sur notre football en général. Excusez-moi, nous allons parler encore de l'entraîneur, de Corentin Martins. Est-ce que son contrat, est-ce qu'il compte rester et accompagner l'équipe? Écoutez, Martins, il est avec nous depuis bientôt 3 ans. Il a eu un contrat au début de 2 ans qu'il a accompli et nous lui avons renouvelé la confiance et on l'a, avec bien sûr l'accord des autorités, notamment du département de tutelle, nous lui avons on a renouvelé le contrat qui nous lie à Martins en lui faisant confiance. Certes, il n'a pas réussi lors de la première étape, on va dire, de son précédent contrat, à atteindre les objectifs qui étaient de se qualifier au CHAN et de se qualifier à la CAN. Mais on a vu qu'il était sur la bonne voie. On a vu qu'il a fait du bon travail. En terminant 2e derrière le Cameroun et devant l'Afrique du Sud, c'était un bon résultat, même si l'objectif c'était une qualification. Se faire éliminer par le Mali à une différence d'un but lors du CHAN aussi, on a vu qu'il était sur la bonne voie. Sans parler des résultats, mais l'homme, son comportement avec les joueurs, sa stratégie, sa façon de faire, on a dit c'est l'entraîneur qu'il nous faut, bien sûr avec son staff, Mousse et tous les autres, parce qu'il a tout un staff, notamment, je crois, 3 Mauritaniens et 3 Français. Donc,
Et ce staff, c'est une équipe qui travaille ensemble. On a dit on leur renouvelle la confiance. Et je crois qu'on n'avait pas tort, parce qu'aujourd'hui, on voit les résultats dans l'immédiat. Une victoire lors du premier tour des éliminatoires de la CAN et une qualification au CHAN. Et je vous le dis, c'est un entraîneur et un homme compatible au football mauritanien. Et compatible à notre façon de faire, à notre façon de travailler. On s'entend bien avec lui et bien sûr, on espère qu'il continue avec nous le plus de temps possible. Je sais qu'il a un contrat de 2 ans maintenant en cours et il va jusqu'à la CAN 2019 et on espère qu'il va rester avec nous le maximum de temps possible. Moustapha, vous qui êtes son adjoint, si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce qu'il vient de dire. Non, bon, comme l'a si bien dit le président, le coach il est là, nous on est là pour être autour, épauler, et il y a une très bonne symbiose et il y a de bons échanges et ça fait que... Et il y a de la confiance aussi. Et on regarde sur les 3 années, le travail est monté crescendo. On voit ça par rapport aux résultats, par rapport à la façon de voir le football, par rapport à la façon de... l'organisation, parce qu'il a apporté aussi une grande organisation au niveau de l'équipe. Sur les aspects de l'entraînement, sur l'aspect médical, sur l'aspect ponctualité. Il y a vraiment une très bonne symbiose qui a été faite. Mais au-delà de tout cela, au-delà de cette compétence, comme l'a dit le président, c'est l'être humain même. La façon de voir, l'humilité qui se dégage en lui, la respectabilité, et ça fait que c'est pas ça qui fait gagner les gens. Mais avec la compétence et ces aspects, ça fait qu'il y a eu une très bonne ambiance au niveau il a su mettre l'émulation au niveau du groupe, des joueurs, l'adhésion de tout le monde, ce qui fait que ça a porté ses fruits. Bon, sachant que maintenant, il y a un deuxième objectif. C'est vrai qu'un objectif a été atteint, mais il faut continuer à travailler pour atteindre encore d'autres objectifs. Donc, pour une dernière question, revenons à l'équipe A. Y a-t-il des matchs de préparation en vue? Il y a la journée FIFA qui se joue, qui va commencer le 28 août au 5 septembre. Et déjà, il y a 2 matchs de programmés. Le 31 contre le Malawi à Agadir et puis le 5 contre le Niger. Et tous les 2 matchs se jouent à Agadir. Donc déjà que l'équipe, c'est vrai qu'on vient de se qualifier, on a savouré hier, mais c'est fini. Demain, on replonge dans le travail parce que... Monsieur le Président, s'il y avait une question que je devais poser à laquelle vous vous attendez, que j'ai naturellement pas posée, laquelle et quelle est votre réponse? Et si vous avez un dernier mot? J'ai surtout un dernier mot parce qu'on a un dîner avec l'équipe nationale qui a été invité par le ministre de la Jeunesse et des Sports dans un hôtel. Mais je vous dis, le mot c'est que bon, j'apprécie déjà l'importance qu'accorde la télévision de Mauritanie en accordant un aussi important programme à l'équipe nationale et au football mauritanien. Et je vous dis que le football mauritanien, ça je l'adresse au peuple mauritanien en général, le football c'est quelque chose d'important. On a vu l'autre jour après la qualification, pendant toute une soirée ou pendant toute une journée, voire 2 jours, sur ce qu'on appelle les réseaux sociaux, tout le monde a oublié ce qu'on appelle la politique, les divergences, les problèmes, et tout le monde se félicitait, tout le monde s'envoyait des messages, fier de son pays, fier de ça. Tout a été oublié. Et il n'y avait même pas les sceptiques ou les gens qui cherchent des problèmes, etc. Ils avaient vu qu'il n'y avait pas de place à cela. Ils ne pouvaient pas. Donc, si on s'investit tous dans ce domaine, qui est devenu une industrie de par le monde, si on veut s'investir tous dans ce domaine, je vous le dis, c'est un vecteur de souveraineté, d'unité nationale, et c'est une solution à beaucoup de problèmes. Rendre les Mauritaniens heureux, les rendre fiers, c'est une confiance qui s'installe chez nos jeunes, et ça les occupe, au lieu que tous les Mauritaniens, ça me désole de voir tous les Mauritaniens, des politiciens, je dirais même qui parlent des problèmes raciaux, etc. Ça,
peut-être que dans tous les pays, on peut avoir des gens qui s'occupent de ça, des politiciens, tout ça. Mais voir tout un peuple qui s'occupe que de ça, qui parle que de ça, c'est désolant. Du coup, le football est en train de prendre sa place. Accordons plus d'importance à ce football. Accordons plus d'importance à nos clubs, à nos compétitions locales. Et vous allez voir, ça va nous occuper et ça va nous rendre plus heureux et ça va solutionner des problèmes parce que c'est même une source économique. Parce que si on a beaucoup de professionnels, comme c'est le cas pour la Côte d'Ivoire ou le Sénégal, ils ont des centaines de joueurs, voire des milliers, qui repatrient de l'argent depuis l'étranger, qui envoient des devises à leurs familles, qui construisent des maisons, des immeubles et des hôtels, s'ils sont plus professionnels à un certain niveau. Et ça fait une source économique, ou ça fait des ressources. Mais il faut qu'on continue sur cette voie. Je crois que la Mauritanie est sur la bonne voie. À nous de ne pas dire le football, surtout par rapport à nos hommes d'affaires et nos hommes politiques et tout ça, il ne faut pas dire que le football c'est l'affaire de certains dirigeants, notamment Ahmed et d'autres et ses amis. Non, le football c'est l'affaire de tous les Mauritaniens. Plus on a des gens qui s'investissent, plus il y a des hommes d'affaires qui s'investissent et des politiques aussi qui accordent de l'importance à cela, comme le fait bien le président de la République. Je crois qu'on va créer une industrie qui va être bénéfique pour notre pays. Monsieur Sall. Non, le dernier mot a été dit par le président. Donc. En tout cas, merci, Monsieur le Président. Je rappelle que j'étais avec Ahmed Yahya, président de la Fédération de football mauritanienne, et Monsieur Moustapha Sall, sélectionneur adjoint. Merci de la qualification de l'équipe nationale, les Mourabitoun locaux. Merci pour cette immense joie. Merci à vous. Et je m'excuse, je sais que vous venez d'arriver de Bamako et que vous êtes fatigué et vous avez un dîner. Merci. C'est nous qui vous remercions. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission Zoom sur. Je remercie l'équipe technique, Ahmed Salim Boubout à la réalisation, Brahim Sabbar au son et Cheikh Tourad, cadreur Mohamed Lamine Mouloud, script Mentouahbin Mentouhouna. Zoom sur revient la semaine prochaine. Au revoir.